Qu'est-ce que le rap sans l'écriture? Après tout, rap ça veut bien dire rythme and poetry, j'ai pas tort? Vous n'êtes pas sans savoir que le rap utilise des mots, et avec les mots, on peut faire un tas de trucs. Je sais, ça peut paraître étonnant. On peut par exemple écrire des textes de loi visant indirectement à discriminer la population. On peut avoir l'air intelligent ou bête, on peut les utiliser pour écrire des films, ou demander combien coûte une passe au bois de Boulogne. Mais moi, ce que je kiffe, enfin c'est surtout pour justifier le titre de ma vidéo aussi, j'avoue, c'est le storytelling. Les storytelling dans le rap, c'est assez rarement, voire jamais fait pour être des tubes, mais des moments un peu forts dans un album, même si accidentellement, certains sont devenus des immenses hits comme Stan de Eminem, qui est certainement l'un des storytelling les plus célèbres de la musique, tout genre confondu, ou en France, Vita et Diams avec Confession Nocturne. Il y a aussi Je voulais de Sully Céphile, et oui, les trentenaires qui regardent ma chaîne, je vous oublie pas, ou encore pour ceux de ma génération, Garçon de Coxy, qui en plus d'être probablement le pire son de rap jamais créé et diffusé, a réussi l'exploit de bafouer l'honneur de Dr Dre et Charles Aznavour. Et on va parler de ce son dans cette vidéo. J'ai des comptes à régler, ok? Donc je vais vous parler de comment ces 4 storytelling sont soit devenus des classiques du rap, soit m'ont donné envie de créer une chaîne YouTube, ou aussi comment toute une génération a été traumatisée. Let's go! Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer à l'escorte. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son coup pendu à la corde. Du rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, que vous connaissez bien et qui n'est autre que Chain Nation. Oh là là, je manque tellement de drip, je suis bien habillé mais il manque quelque chose, un truc à ma tenue. Oh oh oh, c'est moi, le père Chain Nation. Je suis un peu comme le Père Noël, sauf que j'offre du swag aux gens. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1. On y retrouve des super bijoux streetwear pour hommes ou pour femmes, une large gamme de prix super accessible, que tu veuilles un petit bracelet cool pour ajouter une touche de brillance en toute discrétion, ou que tu aies envie de briller sur ton dernier clip. Chain Nation a forcément ce qu'il te faut. Regardez-moi, c'est incroyable. Ils ont même un service de création sur mesure, t'as juste à leur préciser ta demande et ce que t'as envie, et là clairement, amusez-vous, hein. Sky is the limit. J'ai toujours rêvé d'une chaîne à l'effigie de Jamie dans Ce Pas Sorcier. Évidemment, c'est la fin de l'année, qui dit fin d'année dit fête, et Chain Nation a 2 offres bien stylées pour vous. La première, c'est un produit acheté égale un produit offert, en ayant au moins 2 articles dans le panier, ou si vous préférez, vous pouvez utiliser le code promo Noël30 et avoir moins 30% sur tout le site. C'est le cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour votre copain ou je sais pas, pour votre sœur, et ben voilà, encore merci à Chain Nation. Orelsan, 25 ans. Célibataire, rappeur, mais aussi cracker, sous pression et amateur de films amateurs. Si son seul moyen d'expression c'est de s'enfermer sur lui-même, parfois il rappe, parfois il fait des sons et il lui arrive même de faire des dépressions. Ouah, j'ai tellement l'impression d'être dans une mauvaise vidéo de Combini. Orelsan ne compte plus ses storytelling, hein. J'avais un large choix entre La Petite Marchande de Porte-Clés, Manifeste sur son dernier album, ou même moins connu Les Aventures de Minisan que j'avais adoré. Aurel, il a clairement trouvé la recette d'un bon storytelling, alliant humour, dérision et toujours sur un petit fond de vérité acide. Mais moi, j'avais envie de parler de ce qui aurait pu être le biopic du fils de Rachida Dati, 50% de Orelsan. J'ai 50% de chance d'avoir mis ta mère en cloquant, tel tromper ton papa avec moi. J'ai choisi de parler de 50% déjà parce que c'est un de mes sons préférés, et aussi je trouve que c'est un des sons d'Aurel dont on parle le moins. 50% c'est un son qui est sorti sur Perdu d'avance en 2007, son premier album. Donc si vous connaissez bien Orelsan, vous devriez savoir qu'à l'époque, en 2009, Aurel c'est un véritable fou furieux. D'ailleurs ça c'est un truc qui me manque de fou chez Orelsan, et il a certainement dépassé l'âge de dire des conneries comme ça, mais à l'époque on était habitué aux rappeurs qui disaient qu'ils soulevaient des missiles, des mannequins, des meufs fraîches, alors que les phases d'Orelsan sur le fait qu'il serrait uniquement et exclusivement des meufs au physique peu avantageux, je vous jure ça me calcinait de rire. Ça trompe que dans les autres villes, ça compte pas. Haltérophile sexuel, soulève des meufs qui font 2 fois mon poids. Je vénère les femmes à tête de chienne comme les Égyptiens. Je déteste les trappes depuis que j'ai failli ken un Brésilien. Sweet noir, jean noir, sans sur ton. À l'hôtel avec de lesbiennes dégueulasses, sans sur ton. Je parle de la chienne que j'ai fait aboyer la veille. Je me rappelle plus de sa tête, j'ai juste qu'elle était dégueulasse. Et ça tombe bien parce que ce son n'y fait pas exception, hein. Tout commence lorsque Aurel part en soirée dans sa forme d'incel la plus avancée et décide de coucher avec une fille rencontrée en fin de soirée ratée. Le jeune Orelsan s'aperçoit que la meuf, elle est en couple, hein, parce qu'il y a la photo de son gars sur la table de chevet. Comment vous dire que Orelsan, il s'en bat les couilles en fait, parce que lui ce qu'il veut, c'est... Mais moi je veux faire l'amour!
Orelsan, plus rien ne l'étonne. Lui, il s'en fout, il a plus aucune valeur morale. Ce qu'il veut, c'est juste Ken. Mais bon, finalement, il va un peu s'attacher à la meuf et ça va devenir un peu son plan. Il la trouve ni belle ni plus intelligente que ça, mais c'est un peu le meilleur rapport qualité-prix qu'il ait trouvé à ce moment-là. Donc, ça lui va. Petite fille embobinable, technique de drague d'adominable. En un quart d'heure, j'avais ma bite dans ta ceinture abdominale. Ouh, t'étais pas un modèle de chasteté. Y'avait la photo de ton cum dans un cœur sur la table de chevet. Sauf que 3 mois plus tard, elle tège Aurel pour rester avec son vrai gars. Et Aurel, c'est un petit tendre, hein. Dans le fond, il s'était attaché à cette meuf. Donc ça lui brise un peu le cœur. Il sombre dans l'alcool et il profite de ce super mood pour écrire un son qui le mettra dans une sauce pas possible, sans savoir que ça allait finir mal pour lui. Mais la meuf décide de revenir. Sauf que on apprend en fait que la meuf, c'est Palpatine dans Star Wars 9. Hein. Elle débarque sans prévenir t'annoncer son retour, parce qu'en fait, elle s'est soi-disant rendu compte qu'elle aimait Aurel et plus son vrai mec. Sauf qu'elle est pas revenue toute seule, la meuf. Hein. Elle a apporté avec elle un bonus track, un petit bébé tout mignon dans son ventre, et le souci c'est qu'elle sait pas si le père du gamin c'est Aurel ou son vrai mec. Ce qui nous amène à la deuxième partie du son où c'est juste Orelsan, vénère j'avoue, qui fait un couplet de battle rap contre la meuf et la termine complètement. Ce qui fait que confirmer qu'Aurel aurait été un excellent battle MC d'ailleurs. J'espère que tu blagues, j'espère que tu te moques de moi. Je suis pas comme toi, moi, j'avale pas n'importe quoi. Tu seras une vraie mère poule quand tu l'emmèneras faire les magasins, c'est malsain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Félicitations, tu vas mettre au monde un futur fils de... Bref, là Aurel il est un peu dégoûté, hein, parce que je vous rappelle que lui, ce qu'il voulait à la base c'était juste Ken après une soirée, et non seulement c'était nul parce qu'il avait rien trouvé de mieux vu qu'il galère à serrer des bonnes meufs, mais en plus de ça on lui annonce qu'il a potentiellement un gosse sur les bras. Le son se termine pas là du tout, hein, c'est pas fini. Il va dédier le troisième couplet à son fils qui est dans le ventre de sa meuf. Enfin, le fils de la vraie meuf. C'est peut-être aussi le fils du gars. Enfin, bref. En gros, il va s'adresser au petit qui est pas encore né comme une sorte de note, mais trop tard. Je suis la moitié de ton père, comme si j'avais vidé qu'une seule boule. Jusqu'à ce qu'on s'embrouille, je trouvais que ta maman c'était une meuf cool. Mais elle a pris des mauvaises habitudes, comme de pas prévenir ses petits amis quand elle arrête la pilule. Le son est une petite merveille de rap et de storytelling, hein. On a 3 couplets différents, tous super efficaces avec des angles différents, sur différentes prods. C'est super bien raconté, on se perd jamais, on comprend tout ce qui se passe. C'est cinglant, super drôle, bien écrit. Le niveau en termes de rap, c'est juste trop chaud. Et en plus, il arrive à se payer le luxe de faire 3 refrains complètement différents à chaque fois, pour chaque étape de l'histoire. D'abord, on s'est kiffé dès les premiers abords. On a eu des rapports, puis tu m'as quitté d'un commun désaccord. Tu tombes enceinte, tu lâches ton cum, t'es prise de remords. Tu comptes sur moi pour te sortir de ton triste sort. T'es le père de ton fils, je sais pas, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que tu veux jouer avec moi. 50% de chance que je sois le père, j'étais prêt à le faire, mais tu m'as piégé, laissé plus bactère. 50% de chance d'avoir mis ta mère en cloquant, tel trompé ton papa avec moi. Bref, l'exercice du storytelling est vraiment parfaitement réussi sur ce titre. Et d'ailleurs, c'est ouf, j'ai regardé, c'est, je crois, un des sons les moins écoutés de Perdu d'avance. Donc si jamais t'es un mec d'à peu près une vingtaine d'années, que tu kiffes le rap et les mangas, et que ta daronne vient de Floride, sache que, frérot, tu passes probablement à côté d'un des héritages les plus fous de l'histoire de la musique française. Parce que, oui, je l'ai pas dit, les sons de storytelling, parfois on comprend totalement que c'est de la fiction, comme avec Putsch Fiction, et des fois, on se demande quelle est la part de vérité ou pas dans le son, comme on a pu se demander pendant longtemps avec Stan de Eminem ou même Amnésie de Damso. Mais là, Orelsan pour le coup a confirmé que l'histoire était 100% vraie et c'est certainement légèrement romancé pour le son. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas où est le père. J'ai jamais fait de vidéo sur les compilations de rap, parce que si aujourd'hui les compilations de rap se résument à des rappeurs et des sons qui s'enchaînent sur la mixtape d'un média rap Twitter pour coller à leur ligne éditoriale, il fut une époque où les compilations de rap donnaient presque la pluie et le beau temps dans le rap français. Sad Hill de DJ Keops, la BO de Ma Cité va craquer, les compilations Hostile ou encore Liaison dangereuse de Doc Gynéco. Bref, encore aujourd'hui, beaucoup de classiques sont issus de ces compilations. Mais il y en a une qui est considérée comme la meilleure de tous les temps et dont on parle quasiment jamais, probablement parce que la compilation n'a jamais été drop sur les plateformes de streaming, c'est L432, une compilation dont le titre se référait à un article du code pénal rappelant que tout acte d'une personne dépositaire de l'ordre portant atteinte aux libertés individuelles sont punis de plusieurs années d'emprisonnement, en réponse évidemment aux violences policières dans les années 90. Le truc, c'est que les sons sont des bangers, mais absolument
personne n'a calculé la thématique. Mais en même temps, je peux comprendre, parce que c'était un peu bizarre de mettre un texte de loi sur la pochette d'une mixtape de rap français. Ça faisait un peu genre, regardez la police, là, il y a une loi, ok? Et la loi, elle dit que c'est pas cool ce que vous faites. À un moment donné, ça suffit. C'est pas hip-hop, les mecs, ok? On y retrouve la crème du rap parisien underground des années fin 90. Ideal J, à ce moment-là, qui est en pleine ascension. Arsenic, Polo, un rappeur que je kiffe grave et je sais pas ce qu'il est devenu. La Clica, Lunatic, Lady Lesty, Kazay. Bref, pas de NTM ou de IAM, que des petits cracos rookies de l'époque qui, en plus, allaient dans quelques années sortir certainement les plus grands classiques du rap français. La compilation est un quasi no-skip. Le niveau est fulgurant, mais l'histoire retiendra deux sons en particulier. Les Vrais Savent de Lunatic avec un Booba terrifiant, tellement il rappe bien. Je pense qu'à l'époque, c'était assez évident que ça allait devenir le plus grand rappeur de tous les temps. Trop nerveux, j'arrive plus à écrire autre chose. Vie de rue bien vécue, du cran avant de creux. Vie crue, personne m'a dit que j'étais vu tout cuit. Plus je suis condamné à percer sans donner mes fesses. D'ailleurs, c'est de ce son qu'est issue la phrase de Booba que tout le rap français reprendra jusqu'à aujourd'hui. Les pauvres, quand ça va péter, m'aura su qui les sauve. Leur dernière vision sera un gun et un sauve. On vend la pure canne, frappe au cerveau, boum dans la lucarne. C'était bien, c'était cool. Leur dernière vision sera un flingue et des boucles. Double G. Et puis avant qu'ils versent du poison dans l'aftershave, leur dernière vision sera une barbe et un chauve. C'est comme les flics de Gotham, tous pourris. Ta dernière vision sera un bad gun et une chauve-souris. Passe-moi l'addition, Fall fera la diff quand il fera la mission. Ta dernière vision sera une paire de Clark, soit la bise. J'ai viré le docteur Void et que ça parte pas en sucette. Mais déjà je lutte contre l'idée de rentrer ma canne dans ton urètre. Tu feras tout pour être violent, j'ai tout fait pour ne plus l'être. Ta dernière vision sera un blond et ses lunettes. Et le deuxième son de cette compile que l'histoire retiendra, c'est surtout Putsch Fiction, le foutu meilleur son storytelling qu'on ait eu dans ce foutu rap français. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes chaînes de vie, boire à la tienne et à la santé. Directement, on est plongé dedans. On comprend qu'on est dans une fiction où Oxmo, à l'époque, qui se voulait être une version française de Biggie et qui gardera ce côté black mafieux jusqu'à Opera Puccino, joue un personnage, un patron d'une mafia appelée la Black Mafia. Tout commence dans un aéroport en pleine transaction de plusieurs kilos de zipettes bien empaquetés dans un avion. Et de ce que je comprends, Ox capte assez vite que le pilote de l'avion est clairement pas bien. Genre pas bien comme quand une meuf te dit « t'as déjà fini ?» Il découvre alors que le pilote est en fait un flic avec un micro qu'il décide sans la moindre hésitation de fumer. Là, il est vénère, il trouve un informateur qui lui fait savoir que celui qui l'a balancé n'est autre que son petit-neveu, Blue Palooza. L'ennemi à battre est identifié, Blue Palooza est l'homme à abattre, mais s'il vous plaît, la vie, c'est pas que de la violence, des crimes et des châtiments, c'est aussi de la bonne musique, alors s'il vous plaît, un refrain avec Ali. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue, vise le teint et n'hésite pas si on injure. La monnaie, le sexe, les flingues, Oxmo Puccino. Après ce refrain de fou, on retrouve Oxmo Puccino, déterminé à en finir avec Blue Palooza. Car souvenez-vous, comme dirait L.I.M, tout être humain est terrassable. Chaque être humain est terrassable. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut se faire niquer. Moi, le premier, tout comme chaque être humain sur cette terre. Sauf que Blue Palooza, c'est pas Gérard Darmanin, il est pas attardé. Du coup, il va envoyer une équipe fumer Oxmo Puccino avant que Oxmo ne le fume. Et Oxmo Puccino, là, il se retrouve un peu dans la demeure. Il est dans plein milieu d'une fusillade. Fusillade d'ailleurs que Prince Wally reprendra dans son titre Movie presque 20 ans plus tard. Il m'est très sec, les jambes sont masquées, mon chauffeur encaisse. Je me laisse tomber, laisse rouler, grenades sous les roues, des boum boum, beaucoup d'hommes en fumée. Dans tous les sens, Wally aura le sang-froid. La grenade est balancée, le Panamera finit sans toi, le movie se finit sans toi. Et c'est hyper visuel, on comprend tout à fait ce qui se passe, on n'est jamais perdu. Et je trouve que ce son il est assez visuel, il y a zéro image, mais on est à fond dans l'histoire, l'action est parfaitement amenée. Oxmo, qui survit à cette tentative d'assassinat, fonce là où habite Blue Palooza, mais ce dernier est en train de l'attendre devant l'ascenseur de son appart, avec un fusil mitrailleur. Sauf que Oxmo, qui là aussi a senti la patata, a usé ses wallabies comme Walter White ou Nekfeu. En gros, il a pris l'escalier pour arriver dans le dos de celui qui a trahi la Black Mafia. Petite scène émotive où Blue Palooza, un flingue pointé sur lui, se met à chialer sur les chaussures usées de Oxmo. Mais comme le Ox est un mafieux au grand cœur, il décide de lui pardonner. Et non, c'est faux, il lui fume le crâne de 3 balles, le tout avec des rimes et des allitérations de baisers pour montrer qui est le patron.
Mais qui me cesse de chialer, tout souille mes clarks. Alors 3 trucs perdus, son fils de pute, elle crâne. Pour 3 traits, grand trou, grand comme mon crew. On retrouve Oxmo Puccino dans le 3e couplet en train de manger des céréales devant la télé comme un gosse après avoir éliminé le traître, quand il apprend qu'en fait, le mec qui vient de fumer n'était pas Blue Palooza, mais un sosie en guise de leurre. Bon, là, ok, on tire l'histoire un peu par les cheveux pour rajouter des problèmes. C'est totalement un Deus Ex Machina inversé. Soudainement, on toque chez lui et il se méfie forcément, hein, donc il sort son fusil, il ouvre la porte et se présente à lui un jeune homme comme étant celui qui doit éliminer Oxmo sur les ordres de Blue Palooza. Sauf que, premièrement, hein, ce jeune tueur à gages, en fait, c'est un infiltré qui bosse pour Oxmo, donc il va pas le tuer, mais vient l'informer que sa tête est mise à prix. Mais en plus, ce gars, c'est Booba et il rappe plutôt bien. Moi je me présente, on me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo du 20-1, le Black Mafiosi Puccino, mon voisin du crime, chef des casinos, il me semble que... Le brillant duo Oxmo-Booba retrouve donc où se trouve le vrai Blue Palooza. Pour l'éliminer à coups de couteau dans la Jogor, là aussi sur un festival de jeux de mots, d'assonances, d'allitération sans jamais que ce soit balourd, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de ventes. Toc toc, salut Blue Palooza, sale schlock. T'as bien raison de flipper, je t'ai retrouvé chez équipé de mon clock. Le macaque me sort son magnum, ne blague pas, me nomme le Mac mort, me braque et ne me manque pas. Et bordel, ce son, j'ai les frissons. Je suis désolé, c'est poulet, c'est masterclass, c'est ce que vous voulez, c'est vraiment brillant. La prod est sublime et habille parfaitement bien l'histoire de mafieux, le storytelling qui s'écoute juste en fermant les yeux, le charisme de Oxmo, la complémentarité avec Lunatic, toutes les phrases marquantes. Vraiment, ce sont indéniablement l'un des meilleurs trucs que le rap français ait produit. Si on ne connaît pas, on peut pas comprendre pourquoi Rimka, Dossé et Dinos sont au bord des larmes quand Oxmo revient 25 ans plus tard, dans un freestyle couvre-feu, refaire le son avec Dossé qui reprend le couplet de Booba. La valise du boss, dynamite sa caisse, réunit la thèse et pour les dégâts laisse Léon cède. Bon écoute Dossé, je sais où Blue Palooza se la clé du site, on a un cruiser en plus bien, on sera là-bas pour 12 heures. Toc 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 toc, salut Blue Palooza, sale schnock, t'as bien raison Philippe, t'as raison, je suis équipé de mon Glock. Le macaque me sort son magnum de Black Palm, nord le Mac mort, me braque et ne me rend pas. Le son est évidemment une ref évidente à Pulp Fiction de Tarantino en reprenant sa violence exacerbée, le côté action et surtout l'aspect décousu avec plein d'informations qu'on comprend pas tout le temps, mais on s'en tape, c'est juste stylé. On retrouvera le titre des années plus tard dans la BO du film Shaitan de Kim Chapiron avec l'équipe de Courtrajmé, d'ailleurs excellent film avec Vincent Cassel, ultra flippant, je vous le conseille, et peu de gens le savent d'ailleurs, mais à la base, la prod de Pulp Fiction, qui a été produite par DJ Mars et qui a réalisé la quasi-totalité de la compile, fait partie des nombreuses versions alternatives du Crimpé de Ali et Booba, que Lunatic avait enregistré avant celle qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, Ali et Booba décideront de ne pas garder la prod, et c'est Oxmo Puccino qui en profitera pour faire Pulp Fiction dessus. Et un peu comme un clin d'œil à cette passe D que Lunatic leur avait fait, et surtout parce qu'ils étaient potes et faisaient partie du même collectif, Oxmo invitera Lunatic sur le son. Quelle époque! Qui a dit que j'étais obligé de parler de bon son dans cette vidéo? Les amis, accrochez-vous s'il vous plaît, on va parler d'un truc qui avait traumatisé mes jeunes oreilles d'auditeurs de rap à l'époque. On va parler de Garçon, de Coxy. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Écrit par Coxy, évidemment, mais aussi Stéphane Bonvent, qui m'a tout l'air d'être le père biologique de la Tayaba, mais aussi Aurélien Mazin, qui a écrit et composé le titre. Et Aurélien, je le connais pas, mais j'ai fortement envie de le vanner. Mais je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que c'est celui qui a produit avec Core des titres comme Champs-Élysées, Fusil, Allô Maman, ou encore Liquide de SCH, mais aussi Madre Mia de Sadek et Nino, et un tas de bangers dans le rap français. La liste est extrêmement longue. T'as de la chance, Aurélien. Le son est apparu un peu de nulle part à l'époque sur la plateforme MySpace, l'un des premiers gros réseaux sociaux au début des années 2000, qui était un mix entre Facebook et YouTube, en gros pour ceux qui n'ont pas connu, mais pour les artistes uniquement en gros. Le son fait un carton sur les réseaux et devient assez rapidement viral. D'ailleurs, c'est un peu les premiers titres de ce genre sur internet, avec Marly Gaumont de Camini, ou dans une moindre mesure, les premiers sons d'Orelsan. Alors, le storytelling c'est quoi? C'est l'histoire de Coxy, jeune femme trentenaire dont la passion c'est rapper sur des fonds verts de très mauvaise facture. D'ailleurs, elle fait aucun effort, genre ok on a compris que c'était un fond vert, mais je sais pas, fais au moins semblant que t'es en train de conduire ton scooter là, c'est chaud, espèce de danger de la société, va.
Bref, on continue l'épopée hautement passionnante de Coxy qui est en train de faire du scooter dans Paris, quand soudain, le réalisateur du clip oublie de resserrer le plan parce qu'avant de se faire aborder, évidemment, ils sont polis, hein, ils attendent en secouant la tête. Bref, du coup, elle se fait aborder par un mec qui lui demande l'heure. Eh madame, il est quelle heure? Bonjour déjà en fait. Je lui réponds midi, il me dit Madame, qu'est-ce que tu bonne? Tu veux pas me faire une gâterie? Wow, ok, alors deux salles, deux ambiances là, je sais que ça peut être perturbant de demander deux choses aussi diamétralement opposées comme ça. Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Et déglinguer une chèvre en haut de la tour Eiffel. Au Dédé. Et d'ailleurs, anecdote de fou malade, à la base le son était sorti sur MySpace avant d'être clippé et Alphonse, donc notre personnage un peu agressif, il disait pas tu veux me faire une gâterie mais tu veux pas me faire une pupille. Pupille étant une pipe. Voilà, je pense que vous auriez tous compris. Le clip ayant été énormément diffusé en radio, ils ont remplacé le mot pipe par gâterie, ce qui revient un peu à la même chose. Et voilà, c'est marrant, non? Non, c'est pas marrant, non. Je suis dégoûté que mon cerveau utilise de l'espace de stockage pour ça. Coxy, évidemment, qui se fait agresser, là. Hein. Je veux dire, ok, le son est atroce musicalement, mais ça n'empêche qu'on va faire une agression, là, stricto sensu. Ok, l'ambiance incel. Elle décide, du coup, de ne pas se laisser faire et de lui répondre à juste titre, en lui faisant remarquer son manque évident de délicatesse. je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Et quand elle lui demande si on lui a pas appris à mieux traiter les femmes, hein, à les traiter comme des princesses, comment vous dire que sa réponse va vous étonner? Parce que il dit oui, on m'a appris, oui. Ouf. Ok, on est sauvés parce que j'ai eu super peur en fait qu'on lui ait pas appris à respecter les femmes. Sauf que il va se passer un truc qui va tout casser. Ouais, mais toi, je te baise. Traiter les femmes comme des princesses. Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas dit ça. Le mot princesse n'est pas assez fort pour montrer le respect ultime que j'ai pour les femmes. Je dirais même que c'est un euphémisme. Le respect des femmes est totalement inhérent à ma personne. Et jamais, au grand jamais, je n'en serai dénué. Car la rose que j'ai dans la bouche, qui est l'allégorie de mon respect envers les femmes, au cas où si vous n'aviez pas compris, m'empêche dans l'absolu de manquer de respect et surtout de révérence envers les femmes. Par contre, toi, ouais, je te baise. Le Gentleman et la Princesse, le nouveau film de Tito O'Malley, bientôt au cinéma. Là, sortie de nulle part, elle nous sort une suite de multisyllabiques ahurissantes qui ferait jalouser Arsenic et Nekfeu à leur prime. Ben non, justement, c'est bien ça le malaise. Et on arrive au refrain. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Et comment vous dire que j'ai jamais compris son refrain en fait. Parce que d'après elle, si on prend garçon et qu'on enlève la cédille, ça fait gare con. Jusqu'à là, Coxy, je te reçois. Le réseau est pas très stable, mais je capte. Par contre, et c'est là mon problème, qui es-tu, Coxy, pour décider de changer la grammaire comme ça de façon aussi arbitraire? Je veux dire, Macron, si t'enlèves le rond, ça fait Mac. Le potager, si tu mets un U à la place du O, ça fait le putager. Et YouTube, s'il m'enlève la démonétisation, je suis obligé d'aller donner mon HUC pour remplir mon frigo, ok? À un moment, ça suffit, on peut pas faire ce qu'on veut. Bref, au deuxième couplet, il continue à faire le forceur, rien de spécial, à part qu'il décide de descendre de son scooter et de le confronter. Et là, pas de takedown assassin, hein, il se chamaille un peu. Et on a le troisième couplet. Et là, Tu veux jouer, on va jouer, je lui dis baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une fellation. Elle décide que c'est la fois de trop et que pour lui donner une bonne leçon, comme le renard avec le corbeau hein, dans la fable de La Fontaine. Sauf que là, c'est pas un fromage que le corbeau tenait dans son bec, mais sa dignité qu'il va laisser tomber. Là, Coxy va taper l'un des plus grands bluffs de l'histoire de la musique. Elle va lui dire, tu m'as demandé de te pomper, let's go, assume frère. Face à ce coup de poker qui aurait pu finir dans les faits divers de Combini. Tu sais que, garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare con. Il finit par avouer qu'en fait, c'est ses potes qui lui mettent la pression, qui s'embêtent, et ils font en larmes dans les bras de Coxy. Oh, mais il est trop mignon, oh putain, il m'a touché. Non, parce que ça se voit, c'est un mec hanin, ça se voit, c'est un gars gentil, en vrai. Non, pas du tout. C'est quoi le message qu'on essaie de faire passer, là? C'est un agresseur, tolérance zéro avec ces gens. Et oui, je sais, je suis youtubeur, mais pas d'amalgame, s'il vous plaît. Les années 90-2000, des fois, le propos, la morale des sons, c'était n'importe quoi. Vous imaginez si, je sais pas, il était tombé sur une meuf, qui allait inverser les rapports de force, et qui allait le traumatiser. Non, mais en vrai, gros, je pensais pas du tout ce que je disais quand je parlais de pépon et tout. Je sais pas ce qui m'a pris, désolé. Mec, t'as dit que tu voulais que je te suce, maintenant t'assumes. T'as un feu? Non, en vrai, ça va aller, je pense. Enfin, quand je parlais de pomper, c'est genre pépon, genre c'était une façon de parler, genre je peux pas me faire pépon et non, j'ai pas de feu en fait.
Attends, je te laisse, je suis avec Udé d'Orbeberd. Tu vois, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui parlent et qui assument derrière. J'aime bien ces personnes. Ensuite, il y a les gens qui parlent et qui assument pas. Et toi, t'es en train d'être un petit peu comme ça et ça m'énerve. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que le ton, il va un petit peu monter dans cette discussion. Non, attends, je pense que là, t'es en train de te justifier. C'est justement tout ce qui m'énerve. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas sortir ta bite très rapidement. Et si tu veux pas sortir ta bite, écoute, une petite couille, ça me va. Une petite couillasse que je peux lécher et ça me fait plaisir. Si tu veux pas sortir une bite, au pire une petite couille. Non. Une petite couille, comme ça lèche. Je peux lécher une couille. Pour rappel, ce son, c'était un colossal hit, hein. On entendait ça partout à la radio. Moi, j'étais pas choqué à l'époque, je sais pas, je devais être en CM2 ou en 6ème, mais il y a des limites dans ce que tu diffuses dans le mainstream qui peut facilement atterrir dans les oreilles de gamins de 5 ans. Je veux pas faire le réac, mais quand même. D'ailleurs, en parlant d'enfants, pourquoi il y a une gamine dans le clip qui danse? C'est quoi le projet là? Je veux comprendre en fait. Elle explique à une gamine de 5 ans que c'est pas ok de se faire traiter de timbre dans la rue, c'est ça? Je veux pas, genre, lui préserver son innocence et lui expliquer des trucs de son âge, genre, pourquoi partager ses jouets c'est cool, pourquoi ne pas suivre les messieurs qui proposent des bonbons à la sortie de l'école, ou pourquoi Caris a sorti en noir et depuis 2017, il est incapable de sortir un seul bon album. Des questions utiles quoi, je sais pas, des questions de la vie. Et cerise sur le gâteau, à la fin il a le droit à son bisou. C'est infernal, je ne comprends pas. Musicalement, on est dans ce qui se fait de pire, je pense dans le mainstream des années 2000, tout est atrocement laid, hein. Le fond vert est laid, la prod est laide, alors que ça reprend quand même la célèbre sample d'Aznavour que Dr Dre a utilisé. Le son restera numéro 1 dans les charts pendant des semaines et des mois pour disparaître totalement de l'inconscient collectif des gens, parce que overdose de radio. Coxy sortira quelques temps après le titre Ma meilleure amie, où elle parle un peu d'amitié toxique, et c'était nullissime, hein, là où il y avait un truc nul mais qui rentrait dans la tête avec garçon, la suite était vraiment inécoutable. Finalement, elle fera carrière à la radio, passera par de nombreuses émissions, notamment le 6-9 sur Énergie, et j'ai appris dans la vidéo de Seb qu'elle était désormais coach en prise de parole, et qu'elle donnait même des cours à Sciences Po. Alphonse, quant à lui, est devenu président de l'association contre les violences faites aux femmes. Tout ça se finit donc plutôt bien. Est-ce que vous savez ce que c'est une journée horrible? Et je suis pas en train de vous parler d'une journée où tu dois faire un live Twitch et écouter l'album de Black M pour le travail. Non, non, je parle vraiment d'une véritable journée où s'enchaînent les catastrophes. C'est ce que va vivre Michael Douglas dans le film Chute libre. Bloqué dans les bouchons en plein été sous canicule, il décide d'abandonner sa voiture au milieu de l'autoroute en voulant faire de la monnaie dans une épicerie pour un coup de téléphone. L'épicier refusera, l'obligeant à acheter une canette hors de prix pour avoir sa monnaie. Pour se calmer, il appellera son ex-femme qui refusera qu'il voie sa fille pour son anniversaire. Des membres de gang tenteront de le dépouiller, puis lui tireront dessus et finalement, après cette horrible matinée, il décide de manger un délicieux burger salé avec un œuf dedans. Mais ho ho, le Whammy Burger ne sert plus de petit déjeuner après 11h30 et Michael Douglas, il l'a demandé à 11h35. Pour lui, c'est la goutte de trop et il sort un pistolet mitrailleur qu'il avait récupéré après son altercation avec les gangsters pour réclamer son foutu burger avec l'œuf. Si ce film vous dit quelque chose, eh bien sachez que c'est tout à fait normal parce que c'est de ce récit dont s'inspira This Is pour faire son premier hit en l'an 2000 qui le fera exploser à l'échelle mainstream. Je parle bien évidemment du jour où This Is a décidé de péter les plombs. Je pète les plombs, putain je pète les plombs, putain je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. Et je suis très content de pouvoir parler de ce son sur cette vidéo et sur ma chaîne, ça faisait un moment que j'attendais d'avoir l'occasion, parce que ce son déjà il est super cool et intéressant, il y a plein de trucs à dire, mais aussi pour des raisons plus personnelles, parce que j'ai beaucoup d'affect pour ce son qui est pour moi le premier souvenir de rap français que j'avais à l'époque. Ma grande sœur qui devait avoir 15 ans à l'époque et qui était totalement la cible, avait acheté l'album de D6 Poisson Rouge, et je me souviens que même si j'étais gamin, j'avais 6-7 ans, j'adorais ce son, même si j'avoue je comprenais peut-être 20% de ce qu'il disait, je comprenais juste que c'était un mec qui avait perdu sa femme, son gosse, son job, et qu'il avait plus rien à perdre, donc il fallait sucer son job. Je sais, ça n'a aucun sens, mais que voulez-vous, j'étais enfant et mon cerveau essayait de me protéger. On retrouve le jeune This Is apparemment bloqué à Albuquerque dans la saison 1 de Breaking Bad, vu comment ils ont forcé sur la colorimétrie jaune pour le clip, en chemise blanche et cravate, probablement après être sorti de son boulot, bloqué sur le périph'. N'avançant pas et en plus se faisant insulter par un figurant peu coûteux à la moustache un peu trop parfaite à mon goût, et décide d'abandonner sa voiture pour aller manger un délicieux Mac Morning. Et là, pas de chance, parce que comme Michael Douglas dans le film La Chute, This Is arrive un peu trop tard et que, désolé,
il est midi, et après-midi, et bien le Mac Morning c'est fini. Et là, c'en est trop pour D6 qui réalise qu'en plus de financer Israël, McDo ne sont pas foutus de lui servir ce pourquoi il était venu extérioriser son seum. Là, n'importe qui de normal serait parti un peu vénère, aurait lâché un commentaire un peu épicé sur TripAdvisor et ça serait arrêté là. Allez, au pire, si vous avez cette coupe de cheveux, vous demandez à voir le manager, mais ça va pas plus loin. D6, non, cette petite minute de retard qui l'empêche d'avoir son minuscule moment de plaisir de la journée à manger un Mac Morning dans ce monde qui l'oppresse, va lui faire littéralement péter un plomb et il va décider de braquer le fast-food dans lequel il est. Je dis 2 secondes, sors de mon sac un calibre et la braque, les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. Il a plus de taf, il a plus de meufs, il a laissé sa caisse sur l'autoroute. Je rappelle qu'on est en l'an 2000 et que du coup, Patrick Bruel vient de sortir un nouvel album, donc ça aide pas. Et en plus, il vient de braquer Jessica, 19 ans, qui arrondit ses fins de mois en travaillant au McDo. Bref, il a vraiment plus rien à perdre. Alors quand il rencontre Crystal de Nouvelle École dans le deuxième couplet, qui a clairement l'air de vouloir profiter de ses thunes, c'est clairement pas le moment. Tu sais que t'es un beau black, non je t'assure sans deck. Dès que je t'ai vu j'ai oublié mon mec. De qui tu te moques, toi tu veux ma quéquette. Tu veux que je te fuck, que je dépense plein de petites pépettes. D'ailleurs vous noterez la bipolarité éclair de la meuf qui passe de la drague à l'agressivité aussi vite qu'un craquette de Porte de la Chapelle. Pour qui tu te prends, mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con, t'as du tout lui acheter. Et là, je suis un beau black. Mais ce n'est pas la fin, puisque nous sommes en 2000, et qu'il y a donc un troisième couplet, dans lequel D6 croise des mecs qui, cette fois-ci, essayent de le racketter parce que leurs quartiers sont en guerre. Bon, niveau Lascar, ça va, c'est des Lascar qui font des références à Cypress Hill, donc en vrai ils sont pas si méchants. Et j'avoue que, en vrai j'ai jamais trop compris ce troisième couplet, je le trouve un peu en dessous, mais bref. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'un son storytelling c'était rarement un hit? Et ben là, c'est l'exception qui confirme un peu la règle, puisque le single Je pète les plombs se vendra à 500 000 exemplaires, et l'album duquel il est issu, Le Poisson Rouge, se vendra comme des petits pains, et atteindra 200 000 ventes, ce qui était énorme pour un rookie comme D6 à l'époque. Le côté décalé du morceau fera D6 le petit rappeur rigolo du moment, et les médias mainstream étaient clairement pas habitués à ça, ils ont l'impression de découvrir quelque chose, et parce que beaucoup de gens disent que c'est un des premiers sons gaulerie du rap FR, mais je rappelle qu'il y a Ombre et Lumière d'IAM sur lequel il y a 1 milliard de morceaux complètement farfelus et gaulerie, humour qu'ils abandonneront presque complètement sur l'école du micro d'argent quelques années plus tard, mais on sent qu'à l'époque les labels avaient beaucoup misé sur D6, hein. C'était clairement le petit rookie du rap français. Dans le clip d'ailleurs on peut apercevoir Joey Starr qui est aussi en feat sur l'album, tout comme Eloquence ou encore Akhenaton. Drôle de parcours car la carrière de D6 sera semée d'embûches, mais si assez rapidement après le succès de son premier album, il aura d'autres titres qui marcheront assez bien, ce succès il ne l'égalera, voire le dépassera qu'en 2022, soit 22 ans plus tard, avec Rencontre en featuring avec Damso sur son dernier album L'Amour. Damso qui à la base est fan de D6 et de ses storytelling et qu'il avait découvert avec Je pète les plombs. D6 commence sa carrière solo en pétant les plombs sous le soleil et finira sa carrière en étant heureux sous la pluie. La boucle est donc bel et bien bouclée. Voilà les refs, cette vidéo est désormais terminée, alors s'il vous plaît, ne m'engueulez pas en commentaire parce que j'ai pas mis tel truc. En fait la vidéo était beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de la couper en deux et je mettrai la deuxième partie, je pense après les fêtes, plutôt en janvier. La dernière fois je vous ai dit qu'on allait attaquer le top 100, j'ai menti, je suis un gros mytho, mais cette fois-ci c'est la bonne. Ça devrait sortir sur le mois de décembre. Encore merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment un peu le cœur de la commu. Quant à moi, je vous dis j'espère à la semaine prochaine pour la première partie du top 100. N'oubliez pas de vous abonner, Insta, Twitter, vraiment, s'il vous plaît, là je suis un peu en hasse, pitié. Non, je rigole, mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.